Cette vidéo est la dernière d'une série de 3 vidéos que je fais sur le traitement du langage naturel, communément euh, appelé NLP. Donc NLP, ça veut dire Natural Language Processing. Rappelons un peu le contexte. Il s'agissait de construire un modèle de machine learning capable de détecter automatiquement les commentaires spam dans une vidéo YouTube. Donc, nous avons construit ce modèle et aujourd'hui, nous voulons construire le modèle, mais en faisant un pipeline de machine learning. Alors, lorsque vous entendez le mot pipeline, ça vous fait penser à quoi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense directement à ces gros tuyaux, ces énormes tuyaux industriels qui transportent des fluides comme le pétrole, le gaz, etc. En machine learning, ce n'est pas exactement la même chose, mais il y a des similitudes. Qu'est-ce qu'un pipeline en machine learning? Ce mot, je peux vous dire, ce mot signifie beaucoup de choses selon en fait le domaine d'expertise de la personne et selon la tâche en fait qu'on veut accomplir. En MLOps par exemple, le pipeline ça veut dire autre chose. Ça veut dire euh, ça a une signification précise, ce que je voulais dire. En ingénierie de données, ce qu'on dit, on appelle data engineering, quand vous entendez pipeline, ça a aussi une autre signification précise. Le pipeline, tel que je l'entends ici, et tel que je vais vous faire la démonstration tout de suite, en fait, c'est une succession d'étapes, d'accord? C'est un objet, déjà, c'est un objet qui encapsule d'autres objets. Donc, vous voyez ça comme une fonction qui va prendre en entrée des données et qui va générer à la fin un modèle entraîné. Donc, un pipeline, comme la documentation de scikit-learn nous le montre, en fait, c'est un objet séquentiel, un objet constitué d'étapes, d'accord, de transformation et d'entraînement. Donc, il faut que les étapes dans votre objet, les étapes qui sont dans votre pipeline, aient la méthode fit, en tout cas la méthode fit et la méthode transform. D'accord? Et généralement, le pipeline va finir par un estimateur, donc un algorithme de machine learning que vous allez pouvoir entraîner avec vos données. D'accord? Donc, voyons concrètement comment effectuer un pipeline avec nos données. Mais avant, je voudrais encore préciser quelque chose. Pourquoi faire un pipeline? Pourquoi en fait? Si vous vous rappelez de la deuxième vidéo de cette série, on avait construit notre modèle de machine learning étape par étape. D'accord? On avait fait le feature engineering, on a converti nos tests en une matrice numérique en appliquant l'algorithme Conv Vectorizer, si vous vous rappelez bien. De toute façon, les liens des deux précédentes vidéos sont dans la description de celle-ci, donc vous allez pouvoir y retourner pour ceux qui n'avaient pas suivi. Et maintenant, lorsque nous avons effectué toutes ces étapes, pour faire une nouvelle inférence, c'est-à-dire pour détecter par exemple si un nouveau commentaire est un spam ou pas, on est obligé de refaire les mêmes transformations qui ont été effectuées sur les données d'entraînement. Et là, on le fait manuellement, d'accord? Et c'est pas très intéressant. Ce qui serait intéressant, d'accord, c'est de pouvoir avoir un objet, une fonction, appelez ça comme vous voulez, qui prend le commentaire brut, donc le test brut, et qui génère automatiquement la prédiction. Ça, ce serait intéressant, et surtout pour des questions de mise en production de votre modèle de machine learning, au lieu de le faire manuellement. Donc, pour comprendre la chose, lorsque vous
vous êtes en train de faire vos expérimentations pour construire un modèle de machine learning, vous allez faire le nettoyage des données, vous allez faire peut-être la standardisation, vous allez faire le one-hot encoding pour encoder les variables catégorielles et vous allez construire, vous allez appliquer un modèle de machine learning, un algorithme de machine learning sur les données nettoyées. Alors, si vous voulez faire une nouvelle inférence sur de nouvelles données, il faut que vous fassiez les mêmes étapes que vous avez effectuées pour nettoyer vos données. Et le faire manuellement, c'est pas une bonne chose, d'accord? Je vois beaucoup d'étudiants, de data scientists, de personnes en reconversion faire ce genre de choses. Ce n'est pas optimal et ça ne permet pas de déployer facilement votre modèle en production. Pour que le modèle puisse partir en production et fonctionner correctement, il faut que toutes ces étapes soient rassemblées dans un même objet, d'accord? Et donc, vous déployez ce seul objet-là en production. Donc, ce seul objet peut être appliqué directement à des données brutes et générer la prédiction. Et c'est ce que nous allons voir en faisant un pipeline ici. Donc, je retourne dans mon notebook et on va commencer. Donc, permettez-moi, pour être rapide, de juste copier voilà les codes nécessaires. Donc, on va commencer par importer pandas et numpy qui sont quand même les incontournables. On va importer nos données. D'accord. Donc, vous pouvez faire df info pour voir un peu les informations sur vos données. OK. Et maintenant, il faut faire le train test split. Donc, on va faire une division. On va diviser les données en données d'entraînement et données de test. Donc, je vais importer la fonction train test split du module model selection. Ensuite, il faut que je définisse la graine aléatoire pour m'assurer de la reproductibilité de mes données. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel entier naturel. Et je vais écrire istrain istest ytrain ytest égale train test split. D'accord. Alors, df content la variable cible s'appelle classe et je veux faire 80-20, donc 80% pour les données d'entraînement et 20% pour les données de test. Donc 0.2 et enfin random state égale seed et j'exécute. Donc je peux vérifier en faisant istrain shape par exemple, ça fait combien? Donc ytrain shape aussi, voilà, d'accord. Et instest.shape ytest.shape, parfait. Une fois que c'est fait, je vais maintenant construire mon pipeline. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, je commence déjà par importer les fonctions. Donc, d'abord, j'ai besoin de transformer, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, j'ai besoin de transformer cette variable content, donc la matrice de test, j'ai besoin de la transformer en matrice numérique parce que, comme vous le savez, les algorithmes de scikit-learn prennent seulement des nombres, ils ne prennent pas des tests. Donc, on va transformer ça en une matrice numérique. Et ça, on l'a déjà fait dans les vidéos précédentes. Je vous invite à revoir les vidéos pour bien comprendre. Mais si on ne va plus le faire, on va juste importer l'algorithme convectorizer. Donc, for sklearn.feature extraction import
Count Vectorizer. Et je vais maintenant importer la fonction qui va me permettre de construire un pipeline. From sklearn.pipeline import make pipeline. Alors, dans scikit-learn, il y a deux fonctions, je pense, qui permettent de construire un pipeline. Il y a make pipeline et il y a pipeline avec grand P. D'accord? Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, c'est pratiquement pareil, hein. Et maintenant, je vais importer mon estimateur dans mon algorithme de machine learning. Donc, on avait utilisé Random Forest, on va utiliser ça aussi ici. Import Random Forest Classifier. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, je peux maintenant construire mon objet pipeline. Donc, je vais le nommer pipe, d'accord? Égal make pipeline. Et je vais placer maintenant mes étapes successives. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut transformer le test en une matrice numérique. Donc, je vais appliquer l'algorithme Count Vectorizer. Seconde étape, une fois que c'est fait, je peux maintenant appliquer mon estimateur. Donc, Random Forest Classifier. D'accord? Et je vais mettre un argument optionnel, mais il faut le mettre quand même. Toujours bien pour s'assurer de la reproductibilité. Ici, j'avais oublié de mettre double parenthèse. Alors, voilà. Donc, j'affiche mon objet. Print pipe. Attention, il y a un problème. From sklearn. Count Vectorizer. Count Vectorizer. Est-ce que j'ai bien écrit? Feature sklearn.feature extraction import count vectorizer. Il me dit cannot import name count vectorizer. Vectorizer. Alors, from sklearn feature extraction. Oui, j'ai oublié. Je pense qu'il y a test. Voilà. Attention, name count vectorizer. Voilà. Ok. Donc, voici mon objet pipeline qui reprend. Donc, je l'ai affiché. Vous avez les différentes étapes. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Première chose. Donc, ça, vous voyez, ça, c'est le nom. Il prend l'algorithme, le nom de l'algorithme par défaut comme nom de l'étape. Donc, première étape, le nom, c'est Count Vectorizer. L'algorithme qui sera appliqué, c'est Count Vectorizer. Et deuxième étape, Random Forest. Donc, il faut absolument que les algorithmes qui sont au niveau de vos étapes aient la méthode fit et transform. Parce que elles seront appliquées directement aux données brutes. Si on devait le faire un à un, on allait appliquer Count Vectorizer aux données brutes, transformer les données brutes et le résultat maintenant l'appliquer avec l'appliquer à l'algorithme. Même maintenant on a encapsulé tout ça là dans notre objet pipeline. Et une fois que j'ai mon objet pipeline, je peux maintenant l'entraîner. Cet objet pipeline devient en lui-même un estimateur. Il devient en lui-même un estimateur. C'est comme un algorithme, un gigantesque algorithme. C'est comme ce gros tuyau industriel là. D'accord? Donc, je vais l'entraîner. Donc, je vais dire pipe. Mon pipeline entraîné serait égal à pipe fit. Donc, il a la méthode fit à cause de Random Forest. D'accord? Donc, il a la méthode fit. Donc, je peux l'appliquer directement aux données d'entraînement brutes. Je n'ai fait aucun pré-traitement. Et c'est là que c'est intéressant. Voilà. Et j'exécute. Super. Et une fois que j'ai ça, donc ça c'est un modèle. Donc, pipe. Voilà. C'est un modèle. C'est mon modèle ça maintenant.
Donc, je peux évaluer la performance en faisant pipe fitted.score. J'évalue sur les données de test et j'ai 0,96. Donc, environ, le modèle arrive à détecter environ 97% des spams. Donc, on a une bonne précision. Donc, dans 97% des cas, notre modèle détecte les commentaires qui sont des spams. Alors, je vous le disais au début de la vidéo, ce qui est intéressant avec un objet pipeline, c'est qu'on peut faire directement une inférence sur des données brutes. Donc, quand vous avez votre système et que votre système reçoit de nouveaux commentaires, automatiquement votre objet pipeline fait l'inférence et détecte si c'est un spam ou pas. D'accord? Vous n'avez rien à faire. Ça, c'est de la mise en production. Donc, je fais pipe. Bon, c'est pas de la mise en production parce que la mise en production, pour être sérieux, c'est beaucoup d'autres choses, hein. Donc, ici, comprenez juste que ça vous facilite la tâche en fait. D'accord? D'avoir un seul objet qui représente tout votre travail. D'accord? Donc, ici, je vais faire une inférence, une nouvelle inférence. Donc, pipe fitted.predict. Je suppose que sur une vidéo, j'ai le commentaire What a great video. Donc, What a great video. C'est le commentaire que j'ai. Et directement, je vais déterminer si ce commentaire est un spam ou pas. Voilà. Je n'ai fait aucune transformation préalable parce que à l'intérieur, le compte Vectorizer a transformé ça en une matrice numérique et Random Forest maintenant a été appliqué pour faire la prédiction. D'accord? Donc, ça a mis 0, donc ce n'est pas un spam. Je vais faire une autre inférence. Je vais mettre click here to win Apple phone. Il met que c'est pas un spam, d'accord? Il met 0. Je vais faire un autre. Il met toujours que voilà que c'est pas un spam. Bon, c'est bizarre. Ok, donc je peux faire une validation croisée aussi, comme on l'a vu dans la deuxième vidéo, d'accord? Même dans les deux premières vidéos. Donc, si je veux, je peux faire une validation croisée. C'est toujours bien. Donc, je fais score égale. Donc, j'importe d'abord la fonction cross-score. Donc, import from sklearn.model selection import cross val score. Donc, je vais stocker les scores. Donc, je vais faire cross val score, mon objet pipe et mes données d'entraînement istrain, ytrain. Je vais faire 3 plis. Donc, il faut faire toujours, appliquer toujours un nombre impair pour la validation croisée. Et score, j'affiche les scores. Je peux faire la moyenne. Donc, je peux être sûr que mon modèle a environ 80, a une performance d'environ 95%. D'accord? Un score global d'environ 95%. Donc, vous voyez que c'est toujours bien de faire la validation croisée. Donc, c'est légèrement en dessous de ce que j'ai fait avec le trend test split. Donc, le trend test split, c'est une seule division aléatoire. Mais s'il arrive que ce n'est pas la même division, votre performance peut changer. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire une validation croisée. D'accord? Et je peux même voir la déviation en cherchant les cas types.
Voilà. Une fois que j'ai fini de construire mon objet pipeline, que je l'ai entraîné, que je l'ai utilisé pour faire une inférence, donc je me suis rendu compte des résultats, ce que je peux faire, et qu'on n'a pas fait pour les deux précédentes vidéos, c'est de faire un réglage des hyperparamètres. Alors, on a l'habitude de régler les hyperparamètres d'un algorithme de machine learning. D'accord? Donc, par exemple, pour Random Forest Classifier, pour ceux qui le savent, pour ceux qui ne le savent pas plutôt, vous pouvez régler le nombre d'estimateurs, donc le nombre d'arbres dans votre forêt aléatoire. Vous pouvez régler la profondeur d'un arbre, etc. Il y a plusieurs paramètres, hyperparamètres que vous pouvez régler. Mais ce qui est intéressant avec le pipeline, c'est que vous pouvez faire le réglage des hyperparamètres pour tous les algorithmes constituant les étapes de votre pipeline. Donc, on peut même régler les paramètres de compte vectorizer. D'accord? Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette partie. Donc, réglage des hyperparamètres. Et ça, suivez ça très bien parce que ça, c'est une compétence très importante pour un data scientist qui travaille surtout sur des problématiques de machine learning. Le fait de pouvoir régler les hyperparamètres au niveau d'un pipeline. Ça, c'est très important. Donc, je vais constituer ma grille d'hyperparamètres à régler. Donc, parameters. Je vais nommer ça parameters. Alors, je vais le placer dans un dictionnaire. D'accord? Alors, premier paramètre que je veux régler. Mon objet, c'est compte vectorizer. Donc, ça, c'est le nom, ça. Donc, je prends le nom de l'étape. Je le colle là. Je fais double underscore, donc underscore, underscore. Qu'est-ce que je veux régler? Je vais voir dans la documentation au niveau de cet algorithme compte vectorizer, je vais lire la documentation et voir à peu près ce que je peux régler. Donc, je lis la documentation. Regardez par exemple mass feature, on dit if known, build a vocabulary that only consider the top mass feature ordered by term, frequency. Donc, par exemple, je vais régler ça. Donc, c'est le nombre maximal, d'accord, maximum de features que vous allez considérer. Alors, nous avions vu dans la vidéo précédente, en tout cas dans la vidéo précédente de la série que euh, quand, quand on a fait convertir les tests en une matrice numérique, ça nous a généré plus de 3000 features. Donc, je reviens dans la vidéo dans le notebook pour vous montrer. Ça, c'était à quel niveau? Voilà, regardez ici, une matrice de 1564 fois 3846. Donc, ça nous a généré 3846 features. Donc, ici, ce paramètre-là, il nous dit, le mass feature, en fait, nous dit de choisir, en fait, ce qu'on veut tester. D'accord? Donc, vous mettez exactement le nom tel que c'est mis dans la documentation de scikit-learn. C'est pour ça que je ne le dirai jamais assez. Il faut lire la documentation de scikit-learn. Si vous voulez travailler avec scikit-learn, la moindre des choses, c'est de lire la documentation. Vous ne pouvez pas connaître ça, à moins que, bon, vous ayez travaillé tellement sur des projets, ça devient une seconde nature pour vous. Mais il faut lire la documentation, tout simplement. On écrit exactement le nom et nous allons lui dire ce qu'il faut tester. Donc, on va mettre ça dans un tuple. On va dire il faut tester déjà la valeur par défaut, c'est none. On va tester ça. Et on va lui dire il faut tester aussi 1000 et 2000. D'accord? 1000 features et 2000 features. On ne va pas aller à 3000. On verra ce que ça va donner comme résultat. Alors, ça, je peux peut-être copier. Qu'est-ce que je veux encore tester? Je veux tester, il y a un algorithme qui s'appelle
ngram, ngram range. Le ngram range, comprenez en fait, c'est lui qui permet en fait de prendre le contexte, le contexte dans lequel les mots se trouvent. Vous savez que par défaut, le compte vectorizer, il fait juste une fréquence, il fait juste la table des fréquences, d'accord, des mots. Donc si vous prenez par exemple le mot réglage, il va vous dire il y a une seule fois R, il y a une seule fois, il y a deux fois E, etc. Ce genre de choses. Il fait un tableau d'effectifs des caractères qui sont contenus dans le test. Mais avec le n-gram, on pourra prendre en compte le contexte. Donc, on va dire par exemple que de nous faire le par défaut c'est 1, 1, 1, d'accord? Par défaut c'est 1, vous voyez c'est bien écrit par défaut là. Et si on va par exemple à 1, 2, c'est du bigramme. C'est du bigramme. Donc il va considérer en fait deux mots autour du caractère. D'accord? Donc on a une sorte de prise en compte du contexte. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Donc je fais du unigramme et du bigramme. Et il y a aussi un autre paramètre que je vais, un autre hyperparamètre que je vais tester. Donc attention ici, c'est ngram range. Je colle tout simplement. Et ce que je vais tester maintenant, c'est le stop words. Donc je vais vous expliquer ce que c'est le stop word. Le stop word, en fait, dans les phrases, par exemple en anglais, vous avez des mots qui n'apportent pas, les stop words, ce sont les mots qui n'apportent pas une compréhension nouvelle à votre phrase, à votre texte, d'accord? C'est des mots communs, par exemple, les articles souvent, d'accord? En français, par exemple, les articles, euh, tu, je, des trucs comme ça. Euh, en fait, ça nous permet de, en fait, ça a un sens quand même, d'accord? Ça a un sens. C'est pour ça on fait le réglage des hyperparamètres pour voir que, est-ce que si on enlève ces stop words ou bien si on les garde, est-ce que ça impacte le modèle? Mais en général, les stop words, ce sont des mots qui n'apportent pas de sens, une nouvelle compréhension à votre texte. Donc, les stop words sont listés hein, dans l'algorithme. Hein, par défaut, vous avez, c'est en anglais. On va garder les stop words en anglais. On va lui dire euh, stop word, d'accord. Et il va nous tester. Donc, on va lui dire pas de stop word. Plutôt, quand je mets English, ça veut dire que je lui dis d'enlever les stop words de la langue anglaise. Et quand je dis non, c'est que je lui dis de garder les stop words tels qu'ils sont dans les tests. D'accord? Et finalement, on va régler un hyperparamètre. Attention, je vais maintenant un hyperparamètre de l'algorithme de machine learning. Donc, l'étape, ça s'appelle Random Forest Classifier. Je copie ça. Je colle là. Ici, je veux régler juste le nombre d'arbres dans la forêt. N estimator. D'accord? Par défaut, c'est 100. Hein? Donc, moi, je vais lui dire, prends-moi 50, 100, 200. D'accord? Et une fois que j'ai ça, je peux afficher, si vous voulez, parameters, affiche le dictionnaire. OK. Maintenant, je vais créer un objet GoodSearch CV. Donc, from sklearn import GoodSearch CV. Alors, GoodSearch CV, c'est quoi? Je ne pourrais pas faire un cours sur le réglage des hyperparamètres. Je vous invite à consulter mon livre Machine Learning par la pratique où
j'ai traité des projets de machine learning dans ce livre-là. Et il y a une section dans ce livre consacrée au réglage des hyperparamètres où j'ai vraiment expliqué d'abord ce que c'est que le réglage des hyperparamètres et les différentes méthodes de réglage des hyperparamètres. Donc ici, on est avec la méthode de la grille, d'accord, de la grille croisée. Si vous consultez le livre, vous allez mieux comprendre. C'est pour ça que je vous dis d'aller consulter ce livre-là. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez le retrouver sur Amazon. D'ailleurs, si vous allez sur n'importe quelle plateforme d'Amazon, que ce soit Amazon.fr, Amazon.com, tout ce que vous voulez, vous tapez Josué Afuda, vous verrez tous mes livres, dont le livre Machine Learning par la pratique avec Python. Alors, je vais créer un objet GUID-CV que je vais appeler Search Model, d'accord, égale GUID Search CV. Donc, il va prendre mon objet pipe, il va prendre les paramètres, donc parameters. Je vais faire trois plis, donc c'est pour ça c'est un GUID CV quoi. Il fait la recherche par grille et fait en même temps de la validation croisée. Et je vais lui dire njobs égale -1. Pourquoi? Parce que il va quand même faire GUID CV. En fait, il va faire toutes les combinaisons possibles. D'accord? Par exemple, il va entraîner un modèle où mass feature c'est null, n-gram c'est 1,1, stop word c'est null, n-estimator c'est 50. Il va construire un autre modèle où c'est null, 1,1, English, etc. Il va faire toutes les combinaisons possibles. En plus, pour chaque combinaison possible, il fait la validation croisée. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de modèles à entraîner. Et finalement, il va chercher le modèle qui donne le meilleur score. Et c'est ce modèle-là, on va récupérer les valeurs. Et justement, ce sont ces valeurs-là qui formeront notre modèle final. Et quand je dis njobs égale à -1, je dis d'utiliser toute la capacité de ma machine. D'accord? Donc, pour faciliter le calcul. Je vais afficher mon objet search model pour que vous voyez bien. Voilà. Maintenant, je vais search model, c'est un estimateur en lui-même. En lui-même, c'est un estimateur dont je peux appliquer la méthode fit. Donc, entraînement de search model. Donc, point fit istrain ytrain. Et je vais appliquer je vais mettre en même temps les résultats. Print search model. Il a un attribut qui s'appelle best params qui va me sortir les meilleures valeurs. Donc, pour le modèle qui a donné le meilleur score, il va me sortir les meilleurs hyperparamètres. Et il a un autre attribut, donc justement, qui va me donner ce meilleur score-là. Donc, best score. D'accord? Et j'exécute. Comme je le disais, il va tenter toutes les combinaisons possibles. Donc, c'est normal que ça prend légèrement un peu de temps. Après, cela dépend de votre machine. Si vous avez une machine hyper puissante, ça peut prendre moins de temps. Si vous travaillez dans le cloud, vous avez vraiment des ressources de calcul vraiment énormes, ça va prendre. Bon, c'est fini. On a le résultat. Le meilleur score, c'est 0,95. D'accord, 0,80, après pratiquement 0,96. Le mass feature, c'est 1000 qu'il a trouvé. Euh, il, il a trouvé que n-gram c'est 1,1, d'accord. Compte vectorizer stop word. Donc, il a appliqué les stop words de la langue anglaise, English. Et le meilleur nombre d'arbres, c'est 100, d'accord. Et donc, vous avez le meilleur score. De toute façon, il faut comprendre une chose, c'est que
ce meilleur score-là, c'est le meilleur score dans votre grille en fait. D'accord? Rien ne dit que si vous ajoutez par exemple, je sais pas, 3000, etc., que vous mettez d'autres choses, rien ne vous dit que ça va rester la même chose, hein. Donc, c'est un peu ça les limites de la recherche par grille. Il y a d'autres méthodes. Il y a la recherche aléatoire qui donne quand même des résultats très bien. Je vous invite toujours à aller consulter mon livre Machine Learning par la pratique avec Python. Une fois que j'ai réglé les hyperparamètres de mon pipeline, là, ça, c'est finalement mon meilleur modèle, search model. D'accord? C'est mon meilleur modèle. Et c'est lui que je vais enregistrer. D'accord? Donc, imaginez que vous voulez envoyer votre modèle en production. La première étape, c'est déjà de l'enregistrer. Parce que si vous ne l'enregistrez pas, d'accord, à chaque fois si vous voulez l'utiliser, vous serez obligé de réentraîner le notebook. Donc, imaginez que vous travaillez sur des millions de lignes. D'accord? C'est une dataset de millions d'observations. Exécuter à chaque fois comme ça va vous bouffer les ressources de calcul. Si vous travaillez dans le cloud, ça veut dire que ça va vous bouffer de l'argent. Donc, on enregistre le modèle comme ça, on a le modèle euh, bien au chaud dans notre répertoire de travail. Et dès que vous en avez besoin, vous pouvez appeler tout simplement votre modèle. Donc, ici, je vais importer la librairie JobLib qui permet d'enregistrer des objets Python. Et je vais dire joblib.dump value, c'est mon search model. Search model. Alors, search model, c'est un objet GUI search CV. La particularité, c'est que par défaut, il prend la nature, après avoir été entraîné, il prend directement la nature du meilleur modèle. D'accord? Donc ici, search model qui est là, c'est le meilleur modèle en même temps. Mais si vous voulez être sûr, vous pouvez faire ceci, best estimator. Donc ça, c'est votre modèle, best estimator. D'accord? Mais en fait, en réalité, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, je vais mettre le chemin dans lequel il va l'enregistrer. Je vais dire spam detector model. C'est l'extension PKL. D'accord? J'enregistre ça. Je vais voir dans mon répertoire de travail. Vous allez voir normalement euh, cet objet-là. Euh, spam detector PKL. Il n'apparaît pas encore. Voilà, il est là. Spam detector PKL. J'écris peut-être. Bon, il ne peut pas l'afficher. Pas grave. Donc, l'objet a été enregistré. Donc, voici mon modèle. Ça représente tout mon travail. Et imaginez que vous voulez charger votre modèle et faire une inférence. Donc, chargement du modèle. Donc, je vais dire par exemple, load modèle égale joblib. J'applique la méthode load et je lui dis le chemin où il va retrouver le modèle. Donc, c'est le chemin qui est ici. Voilà, tout simplement. Et j'exécute. Attention, j'ai pas mis. Voilà. J'exécute, j'ai mon modèle. Je peux faire une inférence, une nouvelle inférence. Load modèle point predict. Je dis par exemple, le commentaire par exemple c'est Thank you for this video. Et j'exécute. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et je vous prie de la liker, de commenter et surtout de partager. Partagez dans votre réseau parce que ça peut forcément aider une personne qui est en train de galérer avec les pipelines, qui ne sait pas comment les construire, comment régler les hyperparamètres. Ça peut vraiment lui être utile. Donc, je vous demande de partager
Mettez les commentaires. Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous avez des questions? Mettez les commentaires. Ça permettra aussi de mieux afficher la vidéo au niveau de YouTube. Donc voilà, je vous remercie et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.